suis un ancien ingénieur thermicien qui travaillait beaucoup en bureau d'études. J'étais sur la fin de ma carrière très intéressé par tous les bâtiments passifs et tout ce qui était énergie renouvelable et utilisation de biosourcés au niveau de l'isolation. Nous avions un projet avec ma femme d'habiter une maison passive et on a trouvé cette maison à rénover. Ça nous semblait compliqué mais le challenge était intéressant, alors on s'est jeté dans le projet. Alors on l'a acheté en 2018, c'est une ancienne ferme viticole, une longère qui a une façade plein sud qui fait 25 mètres de long, avec une cave superbe, avec tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose de passif là-dessus. Donc d'abord fait une déconstruction pour soulager les murs de l'humidité qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'humidité, les murs étaient recouverts à l'intérieur et à l'extérieur de ciment et ça se faisait beaucoup après-guerre bien sûr, et donc on avait du ciment partout et le sol a été donc cassé et les murs, on a enlevé tout ce qui était ciment et on a laissé sécher le temps de faire les études, les plans et les consultations d'entreprise pour voilà. Bon, je suis pas trop je suis un petit peu bricoleur mais pas trop, donc en fait l'autoconstruction nous semblait trop longue et puis on avait la chance d'avoir un budget qui pouvait nous permettre de faire cette réalisation, donc on a bien sûr fait faire la plupart des choses. Donc ça a eu le temps de sécher pas mal parce que c'était très humide dans les murs et dans le sol et on a réussi à trouver des gens qui travaillaient déjà ensemble, des artisans qui travaillaient déjà ensemble, qui se connaissaient et qui savaient s'attendre et qui savaient quels détails il fallait bien soigner dans ce genre de rénovation. On les a suivis avec Nicolas Delbar de A2ME qui nous a aidés dans la maîtrise d'œuvre et on a pu achever ce projet et puis on a des résultats au-delà de ce qui était prévu dans le PHPP qui est le logiciel de bâtiment passif. On arrive quasiment au niveau passif neuf. L'objectif était vraiment d'utiliser que du biosourcé pour toutes les raisons qui nous ont amené. Pendant que je travaillais, on a réalisé des bâtiments en paille et en fait, moi j'ai pris conscience à ce moment-là que l'utilisation du biosourcé, c'était quand même présentait plein d'avantages au niveau thermique et au niveau énergie grise, etc. Donc effectivement, on avait cette volonté de faire que avec du biosourcé. Maintenant, on y est à 99%, je crois, donc ça va. Le bâtiment avait une partie habitable qui représentait les 2/3 de ce que c'est aujourd'hui. On a rajouté un bon tiers de surface en récupérant une vieille grange qui était dans le prolongement du bâtiment. En gros œuvre, il fallait à peu près faire surtout les planchers, puisqu'on a cassé à l'intérieur et on a refait des planchers pour les isoler, bien sûr. Et aussi, le gros travail a été de faire cette isolation périphérique pour la rupture du pont thermique de la dalle à l'extérieur. Et une longère, c'est long. Et donc, trancher tout le tour et sur à peu près 2 mètres de large et 1,50 m de profondeur et un ragréage à la chaux des pieds de mur. Et coffrage, coulage à la chaux pour avoir un mur bien lisse pour pouvoir coller du liège. En fait, on a fait une rupture avec du liège sur 20 cm et sur 1,20 m de haut à peu près, tout le tour du bâtiment. Donc c'est des travaux qui marquent. Voilà, puis les sols intérieurs, on a cassé, on est revenu sur la voûte. Une partie du bâtiment est sur cave, voûtée. On a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a enlevé à peu près 45 bennes de 15 mètres cubes de gravats. Et ça, c'était pas rien. Et l'isolation des sols, donc ça a été partie donc, du gros œuvre. On a isolé avec du mise à port sur la partie sud du bâtiment, sur à peu près en moyenne 50 cm d'épaisseur. On a rentré 54 mètres cubes de mise à port en big bag avec un système de toboggan qu'on a fabriqué. Voilà. Le sol, c'était du ciment qu'on a enlevé et en dessous on avait un falin qu'il fallait aussi enlever. Et au départ, quand on a creusé, le falin on pouvait le prendre à la main et on pressait comme ça et on avait de l'eau qui sortait. C'était vraiment plein d'eau dans les murs et dans le sol. La partie nord du bâtiment, là on a été obligé de casser la dalle puisque en fait elle était avec des vieilles poutres complètement rouillées et puis non armées et puis dans un état on ne pouvait pas récupérer, elle n'était pas au bon niveau et voilà. Donc on a dû tout casser, on a refait à l'arrière un plancher bois en poutre en I avec de l'isolant par rapport à la cave non chauffée et puis en laine de bois et sur les poutres on a donc un OSB avec une dalle en finition à la chaux. Alors la charpente, on a eu une charpente sur la partie sud qui était encore en bon état, qui date donc de plus d'un siècle et malgré tout elle était encore très bien. On l'a conservée, on l'a juste modifiée pour faire un coyot, pour faire passer l'isolant extérieur par-dessus
la tête de mur pour rejoindre l'isolant de comble, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'isolation sur ce mur. Voilà, donc la partie arrière, elle, on a dû la refaire complètement. C'était de la tôle avec une vieille charpente qui était vraiment en mauvais état, donc on a dû la refaire complètement. On l'a fait en Douglas. Là, on l'a refait à l'identique, dans le sens où on a utilisé une finition en tôle nervurée classique. Voilà. Alors, la toiture, on l'a isolée en laine de bois soufflée. C'était le plus simple. Et puis, bon, on visait aussi d'avoir un bon déphasage thermique. Et en fait, on est très content du résultat au niveau chaleur, parce que disons, sous les combles, il fait quand même très chaud et on ressent absolument rien dans la maison. Quelle que soit la température extérieure, on monte à 24-25 degrés dans la maison quand il fait 40 ou quand il fait 30, quoi. Voilà, on n'a pas tellement de différence en fonction de ces... Et en fait, même la nuit, quand il fait chaud la nuit, on maintient ces températures-là facilement. Bon, à savoir qu'on a quand même une ventilation double flux qui est raccordée avec un refroidisseur en amont qui utilise la géothermie. Donc en fait, on a un refroidissement gratuit par la géothermie qui refroidit l'air qui rentre dans la maison. Les menuiseries, c'est du Biber gamme moyenne. C'est en bois et aluminium. Un triple vitrage, bien sûr, avec un facteur solaire qui est de 0,62, quelque chose comme ça, ce qui permet de récupérer la chaleur l'hiver. Et puis l'été, on ferme les volets. Voilà, on ferme les volets quand le soleil tombe dessus, parce que sinon, c'est sûr que la chaleur va très vite à rentrer. Voilà, on a la particularité des deux fenêtres qui sont ici, qui elles sont équipées de brise-soleil orientables. Donc ces brise-soleil sont quasiment indispensables pour se protéger du soleil en été. On les descend le matin vers 9h, 10h quand ça commence à taper dessus et jusqu'à 15-16h. Voilà. Mais le fait qu'ils soient orientables fait que la lumière qui rentre est quand même très importante. On voit bien dehors, donc c'est quand même, ça reste très agréable. Mais c'est indispensable. On a réussi à les intégrer dans la façade tout en les mettant dans des coffres et tout en ayant de l'isolant derrière. Les menuiseries sont pas tout à fait au nu extérieur, mais elles sont intégrées dans l'épaisseur de l'isolant. En fait, elles sont montées sur du cadre OSB et intégrées dans l'ITE. Et on a fait revenir l'isolant sur le dormant pour justement limiter le pont thermique du dormant. Alors l'ITE est en ouate cellulose soufflée, sous pression, dans des caissons en OSB et avec une adjonction d'une couche de laine de bois rigide qui reçoit un enduit à la chaux en finition. Ça s'est très bien passé. En fait, les artisans n'avaient jamais fait d'ITE. En fait, en leur expliquant avec Nicolas et en les accompagnant bien, ils ont réalisé ça très bien. En fait, c'est des jeunes compagnons et ils étaient très, très dynamiques et ils étaient vraiment prêts à s'engager dans ce truc-là, quoi. Voilà. On a voulu donc conserver cet aspect ancien avec les pierres. Donc on a refait une partie des pierres qui étaient en mauvais état, les jambages, la poutre en arc qu'on peut voir ici. Donc ça a été refait complètement. Il y a une ouverture en baie qui est derrière qui a donc été refaite complètement, elle, puisqu'elle n'existait pas. Il fallait qu'on augmente nos surfaces vitrées pour les apports d'hiver. Voilà. Alors oui, tout le cloisonnement est en fermacelle. C'était toujours dans le cadre de conserver cette démarche avec des matériaux les plus écologiques. Donc tout est en structure bois avec fermacelle. Voilà, il n'y a pas donc avec des peintures classiques de finition, des peintures biologiques classiques. Oui, on a quasiment refait le cloisonnement complet. À l'arrière, c'est simple, il n'y avait pas grand-chose. Donc, voilà, dans la partie sud, on a conservé les pièces à peu près comme elles étaient. Donc, on les a doublées simplement. Dans une longère, forcément, on a été contraint de faire un couloir central qu'on a pu éclairer avec les fenêtres de toit, avec une distribution de chaque côté dans des pièces, plutôt des pièces techniques à l'arrière et des pièces à vivre côté sud, quoi. Donc en fait, on a des chambres et un bureau qui sont côté sud et une lingerie. Les salles de bain, toilettes, cuisine qui sont plutôt côté nord. Voilà. Donc là, on est dans la partie salon, pièce à vivre. Donc c'est une pièce qui fait salon, salle à manger, cuisine. Voilà. Là, on a à peu près 65 mètres carrés.
Alors, on a rajouté cette terre crue pour principalement des questions d'inertie et de gestion d'un peu d'humidité. Donc là, sur les 2 mètres de mur ici et les 2 mètres de mur de muret là, on a 2 tonnes de terre crue quand même. Ça va vite la terre crue. Oui, toujours triple vitrage sur le côté est, avec un petit projet qui va bientôt aboutir. En fait, dans le prolongement du bâtiment, on avait encore une partie de grange qu'on n'a pas aménagée parce qu'on avait déjà trop de surface. On en profite pour réaliser une serre qui sera destinée plutôt à du potager, en carré potager. On va équiper ça bientôt. Oui, alors ce qu'on souhaitait surtout, c'était avoir de la lumière, que évidemment, un couloir central qui, sans éclairage, ça aurait été un petit peu tristounet. Donc on a pu installer 2 fenêtres de toit assez grandes qui permettent d'avoir une luminosité intéressante, avec des fenêtres de toit qui sont sur une pente presque à 20 degrés, qui permettent aussi de ne pas avoir trop d'apport solaire en été, parce qu'elles sont inclinées vers le nord. Voilà, donc ça c'était intéressant. Les ouvertures sur ce mur, en fait, existaient au fond. Et on a donc réalisé une ouverture avec des jambages en pierre, mais avec des linteaux qu'on a récupérés sur le chantier, enfin sur la maison. Voilà, on a fait un petit peu de récup quand même. On a réussi à... Donc c'est un petit peu fissuré tout ça, mais ça va, ça tient bien. Les portes fabriquées sur mesure par un menuisier, donc voilà, qui sont en chêne. Voilà, c'est du bel ouvrage et en fait on était aussi intéressé vu ce qu'on faisait pour la maison, voilà, ça aurait été un peu dommage de mettre des portes simples, voilà, et on a fait mettre des jolies portes. Salle de bain, au départ, on voulait la mettre côté nord de toute façon, mais on a dû la déplacer plusieurs fois parce qu'on a évidemment réduit, comme je vous le disais, on a réduit un peu les surfaces rénovées, principalement pour des questions de budget, mais aussi parce qu'on n'avait pas besoin de si grand, quoi. En fait, on fait toujours trop grand. Donc là, en fait, on a profité d'une ancienne ouverture qui donne dans ce qui est maintenant un atelier derrière, et pour intégrer la vasque à l'intérieur, voilà, et on a conservé ces pierres qu'on a rénovées parce qu'elles étaient un peu en sale état. En fait, les pierres ont été tronçonnées sur 7 cm et on a rajouté donc des ailes fabriquées par le tailleur de pierre, voilà, et puis ça a été remaçonné comme ça. Et on a fait l'étanchéité à l'air derrière, puisqu'en fait le carrelage, lui, il est sur du Fermacell, avec derrière l'étanchéité, avec la membrane Intello qui fait tout, qu'on a utilisé un petit peu partout parce qu'en fait l'intérieur, c'était les gros travaux, c'était la partie ici charpente, avec le solivage et puis l'étanchéité à l'air par membrane qui venait rejoindre les murs de chaque côté. Et puis on est dans l'épaisseur de la dalle béton et de l'OSB. Ça nous a permis de faire un complexe d'étanchéité, d'avoir le siphon et d'intégrer la douche pour qu'elle soit de niveau par rapport au sol fini. Donc ça, c'était un petit luxe qui est quand même très agréable, c'est sûr. Voilà. Alors, ces fenêtres, côté menuiserie, donc c'est du hêtre et de l'aluminium en triple vitrage, comme on a dit. L'intérêt qu'on avait ici, c'est d'avoir des allèges très basses. On les a un petit peu agrandies par rapport à ce qu'elles étaient avant. C'était facilité par le fait qu'on avait des jambages en tuffeau, mais qui étaient complètement détruits et implantés avec des milliers de clous pour retenir le ciment et tout. Et ça a été vraiment très compliqué de récupérer ça. Mais ça nous a permis de scier un peu ces jambages et de les scier en biais pour avoir des ouvertures à l'oblique pour favoriser l'entrée de la lumière, voilà. Et puis de la chaleur l'hiver, ça permet de rallonger le temps où le soleil rentre, voilà. Et là c'est plâtre et les retours sont en Fermacell. On vient sur le dormant ici et sachant qu'à l'extérieur, l'isolation extérieure, elle arrive à peu près là, quoi. Donc en fait, on a pratiquement zéro de pont thermique sur le dormant de la menuiserie. Voilà. On n'a pas parlé des sols. Oui, alors là on est en bois, c'est du Mester en parquet bois, oui, oui. Dans les couloirs et dans les autres pièces, on est en liège et en fait, même les salles de bain en liège. Et en fait, on est vraiment très content parce que c'est facile à nettoyer. Enfin, ouais, un coup de toile, voilà, et il peut y avoir de l'eau dessus, ça rentre. Enfin voilà, c'est vraiment. Ouais, voilà, au niveau phonique, oui, c'est sûr. On sent que c'est plus sourd. Il n'y a pas de réverbération. Voilà, on est vraiment satisfait de ce côté-là.
Alors, on est dans le local technique, en fait, qui est la partie de la cave qui est chauffée. Bon, on a la baie électrique. On a centralisé tous les petits transformateurs de l'éclairage, ce qui permet de les avoir bien centralisés. Et puis, en cas de panne ou de problème, on a accès facilement. Voilà. Le tableau électrique a rien à dire, à part les compteurs d'énergie où on s'est fait plaisir. Je compte la centrale d'air, tout ce qui est cuisine et tout ce qui est éclairage. Après, j'ai la pompe à chaleur, la ventilation aussi sont comptées à part. Et par différence avec le général, on a les consommations des prises et de courant et diverses choses qui restent. Mais donc j'ai bien la ventilation, la cuisine et l'éclairage. Et le chauffage avec la pompe à chaleur. Dans mon métier, j'avais toujours des problèmes avec les architectes pour les locaux techniques. Alors ici, j'en ai profité, je me suis permis de m'étaler un petit peu. Donc on va trouver une production de chaleur, la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation qui sont un petit peu répartis comme ça sur ce mur. La chaleur du bâtiment, elle est assurée par une pompe à chaleur qui fait 4500 watts de puissance thermique. Elle consomme à peu près 1500 watts, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit radiateur électrique. Et avec ça, on chauffe nos quasiment 200 mètres carrés. Ça donne un ordre de grandeur, vous voyez. Alors c'est une pompe à chaleur OO, donc qui fonctionne avec une sonde géothermique. On récupère la chaleur du sol. C'est une pompe Le Maçon, marque française, très fiable, très solide. Rien à dire, ça fonctionne très bien. Donc on récupère, je disais qu'on récupérait la chaleur du sol, puisqu'on va commencer par l'extérieur. Donc puisque dehors, on a une sonde géothermique verticale à 110 mètres. 108 exactement, on s'est arrêté avant le Cénomanien. Et donc le circuit nous sert donc à récupérer de la chaleur sur le sol pour fonctionner la pompe à chaleur, mais il nous sert aussi, on va le voir après, à rafraîchir l'air rentrant de la double flux en été. Bon, cette machine donc elle produit de la chaleur principalement l'hiver et aussi pour l'eau chaude sanitaire quand on n'a pas de soleil, puisqu'en fait on a une production solaire pour l'eau chaude sanitaire avec un ballon de 200 litres amplement suffisant pour nous deux, donc ça va. Le solaire nous assure la moitié des besoins de l'année. J'ai 2 mètres carrés de panneaux, c'est largement pour nos usages. À voir que donc on a 6 compteurs thermiques qui nous font le bilan global de ces installations, qui me permettent de faire un suivi, d'établir le coefficient de performance de la pompe à chaleur, qui me permettent d'établir ce que m'apporte le soleil par rapport à la consommation de la pompe à chaleur pour la production d'eau chaude. Donc je sais bien qu'on produit 50% de notre eau chaude sanitaire gratuitement avec le solaire. Voilà. On trouve donc à suivre le ballon de stockage de la pompe à chaleur, absolument nécessaire pour faire fonctionner la pompe à chaleur. On a besoin d'avoir un volume tampon qui permet à la pompe de tourner suffisamment longtemps, pas qu'elle démarre sans arrêt et qui poserait problème pour le compresseur. Donc le ballon tampon qui fait 1000 litres et notre ventilation double flux. Donc ça évidemment la ventilation double flux, elle qui est donc le nerf de la guerre dans la maison passive, puisqu'elle vous assure le renouvellement d'air, elle nous assure le chauffage et entre autres elle va nous servir aussi au rafraîchissement, car cet échangeur qui est là en amont de la machine est alimenté par le réseau de la géothermie, à savoir que en fin d'hiver nous avons un sol qui est plutôt à 9 degrés à peu près, 8-9 degrés, ce qui est amplement suffisant pour rafraîchir l'air qui rentre pendant tout l'été. Donc nous avons mesuré l'année dernière des températures extérieures de 40 degrés et on renvoyait de l'air dans la maison à 19 degrés. Grâce à cette petite machine, en fait on fait tourner une petite pompe de 15 watts pour rafraîchir quasiment gratuitement la ventilation. Donc ventilation double flux de marque Zehnder, une machine très fiable. L'entretien sur ces machines, c'est les filtres, à savoir qu'on arrive quasiment à faire 1 an avec les filtres parce qu'on a des petits filtres sur les bouches de reprise. Je peux vous en montrer un. Voilà, on a ces petits filtres coniques qui sont installés sur les bouches de ventilation, comme ça, donc l'air rentre comme ça, et ça permet de ne pas salir les gaines déjà, et de protéger les filtres de la centrale. Et cela, on les nettoie 1 ou 2 fois par an, et on peut faire 2 ans avec avant de les changer. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc la centrale double flux, en sortie, vous avez donc cette batterie d'échange qui permet de réchauffer l'air quand il y a besoin. C'est notre seul mode de chauffage qui nous envoie de l'air à 40 degrés quand il y a besoin. Voilà, dans la maison. Petite surprise un peu désagréable, vous avez fini vos plafonds, vous avez fait les peintures, et puis vos gaines de ventilation passent dans les plafonds, et puis arrive l'hiver et on commence à chauffer, et puis on se rend compte que ça chauffe pas bien. Et là on commence à faire une mesure, et j'ai de l'air qui sort à 42 degrés au niveau de la centrale, là, et j'arrive à 25 degrés dans les pièces à vivre. Et en fait, nos gaines de ventilation qui ne sont pas isolées d'origine, voilà, c'est la bêtise de la conception.
exception, il en fallait une, et donc il a fallu que je rouvre tous les plafonds. Ça j'ai fait moi-même. J'ai rouvert les plafonds, des trous tous les 3 mètres, et on a réisolé avec des morceaux de laine de lin, chanvre et ouate, pour conserver la chaleur tout le long du réseau. Sur les bouches les plus éloignées, on avait une perte de 15 degrés, ce qui est énorme, parce que ça aurait pu être admissible si ça s'était calmé au bout d'un jour ou deux, sauf que a priori, l'hypothèse qu'on a émise, et que je pense est viable, en fait, la chaleur dans cette épaisseur de plafond qui est entre la membrane d'étanchéité à l'air et le plafond en fermacelle, la chaleur se dissipait là-dedans, et au bout, on avait un morceau de mur, une bande de mur, et on réchauffait ce mur, mais pour réchauffer un mur de 34 cm d'épaisseur, ça peut prendre des semaines. et donc, parce que oui, non, le débit d'air est quand même très faible dans chaque gaine. Donc, en fait, la déperdition en watts, elle est très très faible. Sauf que, au bout, on n'avait plus rien, quoi. Donc, on a isolé ces gaines, on a refermé les plafonds, refait l'enduit, la peinture. Et j'ai pu avoir maintenant, on est à 1,5 degré, 2 degrés au maximum de perte. Et actuellement, on arrive à bien chauffer. Voilà. Alors ici on est dans cette deuxième partie de cave qui est non rénovée, non chauffée. On vient de sortir du local technique où on était tout précédemment, cloison fermacelle, et on voit bien ici notre plancher bois avec, si on peut remarquer là, le liège qui fait rupture de pont thermique avec ce mur qui lui n'est pas isolé. Voilà. Et donc tous ces ponts thermiques, on les a quand même calculés. En fait, on a sur l'ensemble du projet, on a 12 ponts thermiques qu'on a dû calculer précisément pour rentrer dans le logiciel. Ça a commencé à faire beaucoup. On voit bien donc le dessous des poutres en I avec un fond en OSB, et dessus on a nos 36 cm de laine de bois en panneau semi-rigide et avec encore de l'OSB par-dessus. Et une membrane intello pour l'étanchéité à l'air de l'ensemble. Bon, l'hiver elle est à 11-12 degrés et on monte à 16-17 l'été. Voilà. A priori, donc, cette maison est du fin 19e siècle, années 1870 par là. Et les modes de construction étaient, en fait, ils arrivaient sur le terrain, ils commençaient par faire 2 tranchées de environ 60 pour descendre très bas. Et donc là, ils sont descendus à environ 4 mètres par rapport au sol. Et ils remontaient dans chaque tranchée en montant un mur en moellon et chaud. Et arrivé un peu avant le sol, voilà, arrivé avant le sol, il faisait une forme sur le terrain au milieu, une forme de voûte, et construisait une voûte par-dessus en moellon et chaud, qui fait à peu près 50 cm, on l'a percé, donc on voit à peu près. Et une fois qu'ils avaient fait cela, ils construisaient la maison au-dessus. Et une fois qu'ils avaient fini la maison, ils creusaient la cave. Et là, on est à 80 mètres carrés dans cette cave, dans celle-ci, dans cette partie-là, 80 mètres carrés avec 2,70 m en moyenne de sous-plafond. Ça fait des mètres cubes. C'est quand même impressionnant. Ça fait 2 ans déjà, on a 2 ans d'usage et puis 2 ans d'enregistrement de données. Je fais des relevés par semaine, pas tous les jours, pas toutes les minutes, voilà, mais non, des relevés par semaine. On a 6 enregistreurs de consommation d'énergie thermique et 5 de consommation électrique. Donc on peut faire un bilan global par poste des performances de la maison. C'était une volonté, enfin oui, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, tant qu'à faire cette maison-là. Et puis mes antécédents thermiciens, on s'est un peu lâché sur l'instrumentation. Mais pour moi, la mesure est l'apport de la preuve. Quand vous faites des mesures, ça devient un fait et on ne discute plus après du fait. Voilà. Alors, j'aime bien parler du chauffage d'abord, puisqu'en fait, on a un petit peu de chauffage dans la maison, bien sûr. Et comme on a un compteur spécifique pour les besoins de chauffage, on sait qu'actuellement, on est autour de 15 kWh de besoin de chauffage par mètre carré. Quasiment au niveau du niveau 9 en passif. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, on est autour de 150 € de chauffage pour 200 mètres carrés pour l'année. Voilà, ça parle plus pour tout le monde. Donc 190 mètres carrés et 150 € de chauffage pour l'année, ce qui est quand même assez performant, et 1500 watts d'utilisation pour le chauffage de la maison. Voilà. La pompe à chaleur, elle consomme à peu près 1500 watts, elle en restitue à peu près 5 et ça suffit à chauffer la maison. Voilà. Alors en consommation générale, en énergie électrique, puisqu'en fait on ne consomme que de l'électricité, il n'y a pas de gaz bien sûr, on est à une vingtaine de kWh par mètre carré. Donc on est autour de 4000 kWh d'énergie électrique par an pour nos 200 mètres carrés, tout compris.
tous les usages domestiques, l'eau chaude sanitaire, etc. Sachant que l'eau chaude sanitaire, on couvre la moitié des besoins avec les capteurs solaires. Avec le panneau solaire, qui est un panneau de 2 mètres carrés, on couvre 50% mesuré, à mesure, toujours, 50% de nos besoins. Là, j'ai donc les consommations électriques, la cuisine, c'est 25%, c'est un quart de notre consommation, c'est la cuisine, c'est-à-dire le frigo, le four, la table de cuisson, ce qui est pas mal, hein. Bon, on fait beaucoup de cuisine, mais bon, voilà, ça se ressent. Le résultat intéressant, c'est j'ai 8% pour l'éclairage, ce qui est très très bas. Et là, merci d'éclairage, là j'avoue que ça représente vraiment quelque chose de très très faible, c'est 2 kWh par mètre carré par an, utile, donc c'est vraiment pas grand chose. La ventilation c'est 15%, évidemment double flux, forcément on a une consommation, voilà. Et la pompe à chaleur c'est 35%. Un gros tiers, quoi, c'est la pompe à chaleur. Voilà. Et le reste, c'est environ 20%, c'est les prises de courant, c'est-à-dire tout ce qui est domestique, ventilateur, aspirateur, enfin voilà. Pas mal de bricolage encore. Alors, on est autour de 3100 € du mètre carré, ce qui est bien plus cher que du neuf. On peut faire une maison passive à, je pense, autour de 2000 € du mètre carré. On y arrive. Hein. Quand on fait réaliser, bien sûr, la totalité des travaux par les entreprises, hein, les artisans. Je ne parle pas d'autoconstruction. Nous, c'était pas envisageable. C'était compliqué. Cela s'explique principalement par les surfaces d'une longère. En fait, dans une longère, tout est long, beaucoup de surface de mur, beaucoup de surface de plafond, de comble. Donc forcément, une multiplication des mètres carrés entraîne des coûts importants. En fait, c'est ce qu'on avait moins apprécié au départ. C'est pour ça qu'on a fait des économies de surface. Mais de toute façon, on est déjà trop grand, donc on aurait dû faire ces économies de surface. On aurait peut-être pu en faire plus, mais après, c'était compliqué de gérer les murs. La longère n'est sans doute pas le type de maison le plus économique pour faire du passif en rénovation. Voilà, on va dire ça. Bien sûr, l'isolation périphérique, notamment en liège, sur 1 mètre de haut tout le tour, ça représente pas loin de 30 000 €, quoi. Donc voilà, c'est pour un pont thermique. Et on en a plusieurs des ponts thermiques, donc à traiter. Voilà, donc à chaque fois, c'est des coûts avec des longueurs importantes, quoi. Voilà. En fait, on a plus fait ça par volonté d'habiter dans une maison passive et par volonté de conserver un patrimoine, de montrer que avec une vieille maison, on peut en faire quelque chose de très économe. Alors, on pourrait avoir des performances inférieures, tout en étant très très bien isolé. On aurait besoin d'installation de chauffage, mais on serait moins performant, mais on serait encore dans des valeurs raisonnables, quoi. Donc là, on a voulu mettre la barre très haut. Alors, le ressenti est vraiment très bon. On a vraiment l'impression d'être entouré. En fait, je ne vais pas dire qu'on est entouré par quelque chose qui rayonne, mais on a l'impression que les murs, même les vitres, tout est à la même température. Et on l'a constaté quand même. Donc ça donne une impression de cocon, en fait, d'être dans une atmosphère où on est en t-shirt à 18 degrés dans la maison, ça pose pas de problème, quoi. Vous voyez, c'est parce que justement, le ressenti, il n'y a pas de paroi froide, donc on est vraiment très très bien dans toutes les saisons. Même l'été, là, on dépasse jamais 24 degrés, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur pour le moment. Donc voilà, on est vraiment très content du résultat. Je ne mesure pas, mais je le vérifie dans les conditions particulières. J'ai une sonde d'humidité intérieure qui n'est pas enregistrée, mais donc je la regarde de temps en temps, et notamment l'hiver, avec une ventilation double flux, on pourrait craindre d'avoir des problèmes de température sèche. Et je pense que le mur de briques et puis la chaux, tout ça, on n'est jamais en dessous de 40%. Alors que la maison que j'habitais avant, on était souvent à 20% l'hiver. C'est quand même, on ressent cette différence, oui. Et j'ai pas d'apport d'humidité autre que ce que peut relâcher le mur, et en fait, on se sent très bien. Je suis moins malade, j'ai souvent des rhumes, des choses comme ça l'hiver, et depuis que je suis là, je touche du bois. C'est sûr que un air sec favorise les problèmes de gorge et d'infection. Voilà, j'ai pas ce problème. C'est vrai, je ne sais pas. Mais bon, je le constate pour le moment, voilà. Merci, au revoir.